consul général du Royaume-Uni à Montréal. Cette semaine, la ville célèbre le festival Fierté Montréal, le plus grand rassemblement en son genre à travers toute la francophonie. Le consulat voulait souligner cette occasion et célébrer la diversité et l'inclusion de la communauté LGBTQ+, et la richesse qu'elle peut apporter dans le monde du travail et des affaires. À cet effet, nous organisons une série d'interviews avec des représentants et défenseurs des droits LGBTQ+. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Thierry Arnaud, qui est président de la Chambre de commerce LGBT du Québec. Bonjour Thierry, merci d'être là. Bonjour Chloé, c'est avec plaisir. Thierry, quel est le rôle du Chambre de commerce? Le rôle de la Chambre de commerce LGBT du Québec, ça a d'abord été de montrer que la communauté d'affaires LGBT existe au Québec. Ensuite, ça a été de susciter l'intérêt de toutes les entreprises du Québec pour le marché LGBT. Car la population LGBT, environ 10-12%, ça dépend des études, c'est effectivement un marché pour les entreprises. Ensuite, on regroupe les professionnels et toutes les entreprises qui sont intéressées par l'inclusion LGBT dans le monde du travail. Et finalement, il faut représenter tous ces groupes d'intérêt auprès des décideurs socio-économiques et politiques. C'est ce que nous faisons depuis maintenant une vingtaine d'années. Quelles sont les grandes avancées pour la communauté LGBTQ+, dans le monde du travail qui ont permis de devenir plus inclusif et diversifié? Il y a effectivement eu plusieurs étapes. Mais en préambule, je voudrais rappeler quand même qu'une entreprise, c'est quelque chose, c'est une organisation qui est incluse dans un milieu, qui est incluse dans une culture. Et certes, ces organisations essayent de faire évoluer la société quand elles le peuvent. Mais il faut bien imaginer que quand l'homosexualité est interdite, il n'est pas question effectivement que les entreprises fassent quelque chose. Donc, quand elles ne peuvent pas faire quelque chose, elles ne peuvent pas le faire. Mais à partir du moment où il y a eu une égalité qui est apparue, là effectivement on s'est aperçu qu'il y a certaines entreprises qui ont pu être précurseurs et que le mouvement a commencé à se développer. Alors, si vous le voulez bien, si on repart du Bill 69, c'est effectivement l'époque où tout a commencé au Canada. Effectivement, Pierre Elliott Trudeau, à ce moment-là, décriminalise l'homosexualité. Donc, on a quelque chose qui permet d'ouvrir les portes. Mais là, ça ouvre les portes à des enjeux politiques, à des luttes sociales et politiques, et là, les entreprises regardent ce qui se passe. En fonction de l'évolution dans les différentes provinces, il va y avoir des choses qui vont se passer. Mais rien ne se passe pendant les 20 premières années. Il faut attendre les années 90 pour que la communauté LGBT commence à s'organiser. Effectivement, on voit dans les années 90 les premières associations de défense de droits ou de défense sociale qui se créent. D'ailleurs, la Chambre de commerce LGBT du Québec date de cette époque, puisqu'elle a été créée en 97, sous le nom d'ailleurs de Chambre de commerce gay du Québec. Et à ce niveau-là, je voudrais d'ailleurs vous donner une anecdote, c'est que nous avons une charte fédérale. Alors pourquoi est-ce que nous avons une charte fédérale et pas une charte québécoise? C'est tout simplement parce que lorsque le fondateur est allé au registraire du Québec déposer les statuts de Chambre de commerce gay du Québec, cela a été refusé parce qu'il y avait le mot gay. Et nous étions en 97. Alors, ça vous donne un petit peu l'idée du chemin qu'il y avait à parcourir. Et donc, on a dû déposer nos statuts au niveau fédéral. Ensuite, eh bien, les groupes de défense commencent à travailler. Les enjeux politiques sont de plus en plus présents. Et c'est dans les années 2000 qu'il y a véritablement un tournant. Alors, au Québec, la loi sur l'union civile, qui date de Bernard Landry, c'est en 2002, avec également les droits de filiation. Et finalement, le mariage gay, le mariage pour les conjoints de même sexe au niveau du Canada en 2005. Et là, effectivement, là, ça ouvre la possibilité aux entreprises de participer abondamment à la vie de la communauté LGBT. Donc on voit des groupes d'employés LGBT se créer dans les grandes entreprises et on les voit commencer à participer à la parade de la fierté. Et on en voit de plus en plus. Et ce mouvement se développe aussi dans les années 2010, où l'on voit en plus apparaître, comme c'était l'un des objectifs de notre chambre de commerce, les entreprises s'intéressaient au marché LGBT.
Et là, on voit apparaître du marketing destiné aux LGBT. On en voit encore, mais on en voit à partir des années 2010. Ensuite, toujours au courant des années 2010, là, on a un autre phénomène qui apparaît, c'est la raréfaction de la main-d'œuvre. Alors, la raréfaction de la main-d'œuvre, déjà, les directions RH des grandes entreprises s'étaient déjà intéressées à la communauté LGBT. Ils voulaient davantage intégrer leur personnel LGBT. Il fallait comprendre que quand on est un gay dans le placard, ça prend de l'énergie et on n'est pas complètement disponible ou engagé dans l'entreprise. Donc, ils ont compris ça. Et c'est pour ça qu'il y avait la création de groupes d'employés LGBT. Mais la raréfaction de la main-d'œuvre va amplifier ce phénomène. C'est-à-dire qu'il faut non seulement rendre l'entreprise plus attractive, il faut aller chercher les employés, mais il faut les retenir. Donc effectivement, intégrer l'inclusion dans toute sa diversité et les personnes LGBT, c'est augmenter la rétention du personnel. Et ça, c'est très important aussi pour les entreprises. Et c'est quelque chose qui va se développer dans les années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, on a une grande année en 2017, puisque à la fin de l'année 2017, il y a une convergence de différents événements. C'est d'abord le phénomène MeToo, qui montre effectivement que malgré le droit des femmes, malgré l'égalité des femmes, eh bien, elles sont toujours des cibles sexuelles. Et effectivement, elles ont tout à fait raison de se lever pour mettre fin à cette chose-là. Mais nous avons également, en novembre 2017, au niveau du Canada, les excuses du gouvernement Trudeau. Ça, c'est très important. Il y a eu, effectivement, dans les années 60, des purges au sein de l'administration fédérale qui ont visé les homosexuels, qui étaient renvoyés de différentes administrations, et notamment de l'armée, pour conduite infamante. Et suite à un recours collectif, la décision est prise par le gouvernement de présenter ses excuses à la communauté LGBT. Ensuite, il y a au niveau provincial, en décembre 2017, un sommet sur l'intimidation. Le sommet sur l'intimidation, pourquoi? Parce que, quelles que soient les avancées des droits, on s'aperçoit qu'il n'y a pas, même s'il y a une égalité de droits, il n'y a pas d'égalité sociale. Et que les personnes différentes sont toujours victimes d'intimidation. Il y a l'intimidation à l'école, notamment pour les jeunes qui ne sont pas tout à fait dans la norme du comportement et qu'on soupçonne d'être homosexuels, qu'on soupçonne d'être lesbiennes, etc. Il y a d'autres intimidations, et des intimidations dans le monde du travail, et puis, bien entendu, cela concerne aussi le harcèlement sexuel, dont le mouvement MeToo est l'un des grands pourfendeurs. Donc, pendant l'année 2018, le législateur au Québec travaille et modifie les lois sur les normes du travail, en incluant l'obligation pour toutes les entreprises, pour toutes les organisations, d'avoir une politique de prévention du harcèlement psychologique, incluant sexuel. Alors, cette loi est obligatoire depuis le 1er janvier 2019. Il faut bien comprendre qu'avec la pandémie, c'est peut-être pas ce qui a été la grande priorité pour les entreprises, mais ça va donner de grands résultats dans les années qui viennent, j'en suis persuadé. Et ça va permettre, justement, de faire avancer une sorte d'égalité entre, justement, les personnes qui sont différentes, la diversité, et les femmes aussi. Malgré les progrès qui ont été faits, quels sont les obstacles à surmonter pour que les organisations puissent encourager le plein potentiel de la communauté LGBTQ+. Je dirais que, en ce qui concerne spécifiquement les entreprises, c'est la même problématique que pour toutes les diversités, c'est-à-dire qu'il existe un plafond de verre. Alors effectivement, même s'il y a un groupe LGBT dans l'entreprise, plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de personnes LGBT, comme d'ailleurs il y a moins de femmes et probablement aussi moins de minorités visibles. Il y a aussi une idée fausse qui serait de penser que inclure la diversité, c'est plus de gestion dans les RH. En fait, c'est une gestion différente. Il faut voir le monde de façon différente. L'important, c'est de reconnaître la diversité. La diversité dans une entreprise, l'inclusion, ça ouvre des portes, ça ouvre des marchés. Une entreprise qui est plus diversifiée, c'est une entreprise qui est plus innovante. Les personnes LGBT s'engagent
beaucoup mieux dans une entreprise qui les comprend. Nous avons également une meilleure retention. Il est très important d'avoir des talents puis de les retenir. Donc, en ce moment, les entreprises, avec la raréfaction de la main-d'œuvre, ont tout à fait intérêt à développer l'inclusion. En vous adressant à un ou une jeune de la communauté souhaitant se frayer un chemin dans le monde du travail, quel est le premier conseil que vous lui donneriez pour lui permettre de s'affirmer pleinement? Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, les millénaires, eux, ils ont connu le mariage gay depuis qu'ils ont 5-6 ans. Pour eux, c'est un état de fait. Ils vivent avec ça. Alors, il ne faut surtout pas cacher, j'allais dire, il faut être authentique et il faut être comme l'on est. Donc, à ce moment-là, ça commence lors de la recherche d'emploi. Je leur dirais, renseignez-vous sur l'entreprise. Quelles sont ces valeurs d'inclusion? Y a-t-il un groupe d'employés LGBT? Y a-t-il une charte de l'inclusion LGBT dans cette entreprise? Lors de l'entrevue d'embauche, n'hésitez pas. Vous avez toujours une période de questions. Vous pouvez poser des questions à votre futur employeur. Demandez-leur comment fonctionne le groupe LGBT. Demandez-leur comment fonctionne la charte d'inclusion. Montrez-leur que vous êtes intéressé pour vous impliquer aussi dans le développement de la diversité. Car dans une période de raréfaction de la main-d'œuvre, c'est très important, vous êtes offreur, vous offrez votre talent, mais si vous êtes de la diversité LGBT, vous offrez quelque chose en plus. Et ça, il faut le faire savoir et il faut le mettre en valeur. Donc n'hésitez pas. Ensuite, le seul risque, évidemment, c'est d'être rejeté. Mais je finirai en vous citant Nelson Mandela, qui disait, en disant la vérité, vous n'allez peut-être pas vous faire beaucoup d'amis, mais vous allez vous faire de bons amis. Enfin, quel serait le conseil pour les employeurs pour mieux accompagner leurs pairs? Donc, pour les employeurs, le conseil serait d'ouvrir la parole et de développer l'empathie vis-à-vis des personnes LGBT. Il ne suffit pas d'avoir un groupe d'employés LGBT, mais il y a également une culture d'inclusion à développer. Donc tout ça, c'est un cheminement. Et également, il y a la possibilité d'échanger avec les pairs des autres entreprises sur les bonnes pratiques à cet égard. Et ça, c'est le rôle justement de la Chambre de commerce LGBT du Québec, puisqu'effectivement, on organise régulièrement des occasions, des 6 à 8 de réseautage, où les entrepreneurs ou les directeurs RH, ceux qui sont intéressés par tout ce qui est l'inclusion, peuvent échanger justement sur les bonnes pratiques. Donc ensuite, développer dans l'entreprise la possibilité de parler de l'inclusion et de ressentir les vécus. Et ça, c'est de développer effectivement une véritable culture. C'est tout un programme à faire et beaucoup de travail pour les années futures, mais avec de grosses possibilités d'une bonne inclusion, d'une bonne atmosphère de travail et de grandes richesses pour les entreprises. Merci beaucoup Thierry d'avoir été là. Merci. Et à tous qui nous écoutent, bonne fierté Montréal.